Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à la deuxième capsule de notre projet Co-Fi Student. On espère que vous êtes bien portants. Si vous avez raté la première, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme d'habitude, nous essayons de donner la parole aux personnes qui ont assez de matière pour pouvoir parler de la migration estudiantine en Tunisie. Et parmi elles aujourd'hui, nous avons de très belles personnes parmi elles. Madame Wiem Kachori, j'espère que vous allez bien. Oui, merci beaucoup. Donc, je suis Wiem Kachori, je suis une chercheuse dans le domaine de droit public, plus précisément en droit de l'homme. Donc, je suis aussi une activiste dans la société civile. On a beaucoup de projets sur le domaine des migrants ici en Tunisie. Voilà, je suis là pour parler sur ce sujet plus précisément. Voilà, c'est tout. Justement, vous avez beaucoup de casquettes et vous avez dû oublier une très intéressante qui vous amène peut-être pour votre spécialité aujourd'hui. Vous êtes juriste. Exactement. D'accord. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à côté de vous, nous avons King, qu'on ne présente plus en Tunisie, un étudiant de la ville de Sfax qui œuvre beaucoup sur le plan d'intégration ici pour les étudiants en Tunisie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Loïc. Alors je suis Yann Boumking, élève ingénieur en génie des procédés. Aujourd'hui à ma dernière année et à côté de ça je suis porteur d'un projet, le projet Summer Warriors qui est une aventure du sport pour l'inclusion avec pas mal d'étudiants chaque été. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième édition. Je suis, tout comme Madame Wiem ici, également acteur de la société civile avec l'association Afrique Intelligence. Mais je suis ici pour représenter les étudiants en quelque sorte, donc pour parler pour cette paroisse. Infiniment merci d'avoir accepté notre invitation. Et le dernier, et non des moindres, Monsieur Mohamed, le secrétaire général de l'IPSAS, l'Institut privé des sciences avancées de Sfax. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Donc Mohamed Zgal, secrétaire général de l'IPSAS, l'une des institutions pionnières de l'enseignement supérieur privé en Tunisie et qui est aussi une institution qui a toujours hissé le brassard de l'institution qui accepte et qui intègre beaucoup plus de subsahariens, d'internationaux que les autres institutions de tous Sfax. Actuellement, nous en sommes à 44% de subsahariens par rapport à nos effectifs globaux. Et c'est toujours un plaisir, un honneur de former les cadres de demain de l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, la dernière fois, nous avons parlé d'insertion socio-économique, du sentiment d'appartenance et bien évidemment de l'intégration des migrants, des étudiants subsahariens, étrangers en Tunisie, si vous voulez, des étudiants africains noirs en Tunisie, comme on aime souvent bien le dire, pour préciser et pour nuancer. Et donc, récemment, on est obligé d'en parler pour commencer, étant donné qu'on a un responsable d'établissement ici et qu'on en aura toujours. Il y a eu une vague, un vent qui a soufflé en Tunisie, qui n'était pas trop en faveur de la communauté migrante, mais les étudiants qui n'étaient pas visés à la base ont été touchés. Ma question, en me retournant vers vous, est de savoir comment est-ce que vous avez ressenti cela en tant que chef d'établissement ou responsable d'établissement et comment est-ce que vous avez aidé, si c'est le cas, vos étudiants à passer cette période? Ben voilà, il faut avouer que cette vague a surpris un peu tout le monde, les Tunisiens et les subsahariens, même les Tunisiens de couleur, parce que les amalgames, ils se sont faits malheureusement sur la base des couleurs. Et donc il y a eu aussi des Tunisiens qui ont été pris dans l'amalgame parce que leur couleur n'était pas blanche. Donc, une fois que la surprise a été dépassée rapidement, nous nous sommes organisés en essayant de soutenir moralement, psychologiquement nos étudiants. Nous avons aussi changé des horaires de cours pour éviter certains moments de soirée, parce que nous avons aussi des cours d'alternance. Et donc, on a essayé de trouver des solutions pour que les gens se sentent plus en sécurité. On a conseillé aussi nos étudiants de ne pas aller dans certaines rues, certaines places, certains endroits. Nous avons aussi eu malheureusement des cas d'étudiants qui ont été arrêtés.
Et nous avons commis d'office des avocats pour les aider. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons eu la visite et nous avons invité un parent d'étudiant qui a été arrêté. Bon, on ne peut pas dire si c'est à tort ou à raison, mais l'essentiel c'est qu'il y a une action en justice et nous avons commis un avocat à notre charge, à la charge de l'IPSAS, et nous sommes en train d'encadrer à la fois l'étudiant et le parent pour que les choses se passent bien. C'était un étudiant finissant, il en était aux dernières phases de son PFE et nous avons aujourd'hui contacté les autorités pénitentiaires pour essayer de lui faire soutenir son PFE, même en arrêt. Merci. Je vous en prie. Et justement, on parle des étudiants, on a la chance d'avoir un étudiant parmi nous. Comment est-ce que, King, vous avez vécu cette situation? Bon, monsieur Mohamed l'a dit, la situation elle nous a concernés, que étudiants ou pas, parce que si déjà des citoyens tunisiens ont été victimes de ça à cause de leur couleur de peau, c'est sûr que dans la rue, on ne nous reconnaît pas. On ne va pas présenter notre carte, parce que je connais beaucoup d'amis qui ont des fois subi des agressions, des arrachages de sacs, des trucs assez difficiles. Et j'avoue que c'était quand même, ça touche au moral. Ça touche au moral, surtout lorsque ces choses sont répétitives. Parce que pour cette année, en une seule année, on a eu pratiquement 2 vagues de ce type de problème-là. Et ça nous a vraiment touchés. Déjà, sur 3 plans, à l'école, on était obligé de rester à la maison pour certains. Si vous avez fait des cours en ligne, ça n'a pas été le cas pour tous les étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui étaient apeurés et qui ont dû rester à la maison, d'autres même qui avaient des cours du soir, qui ont dû s'absenter. Donc c'était assez difficile à vivre. Aussi sur le plan, pour les activités de l'association et tout, c'est comme 2 pas en arrière après avoir fait 1 pas en avant. On porte pas mal de projets par rapport à l'inclusion ici des subsahariens. Ce sont pas mal d'actions qu'on pose chaque année et voir que ce genre de choses-là arrive, c'est vraiment 2 pas en arrière. Ça indique vraiment l'action des associations ici. Et aussi sur le plan de ces quelques petites activités que nous avons, je parle pour moi, le projet Summer Warriors par exemple a été vraiment touché. On a dû retarder la date même à laquelle devait se dérouler l'aventure. Pour la communication, étant donné qu'on travaille avec des étudiants, certains ont dû ils s'étaient déjà inscrits pour participer, d'autres ont dû quitter et c'était vraiment assez difficile à gérer, j'avoue. Merci King pour votre réponse. Et là, je me retourne vers vous, UIM. On va utiliser toutes vos casquettes aujourd'hui. Là, je vais commencer par celle d'actrice de la société civile ou même tout simplement de Tunisienne. Comment est-ce que vous avez vécu la situation en pensant aux étudiants? Comme tous les autres, c'était un peu difficile pour nous aussi, comme des activistes dans la société civile, parce que on avait des contacts avec des étudiants. On avait des contacts avec des étudiants où ils ont avoir des problèmes de se déplacer pour suivre leurs études, pour recevoir les mandats de leurs parents, pour vivre comme des êtres humains en fait, parce que c'est un peu c'est dégradant ce qui s'est passé. Je suis désolée pour ça. J'espère, on souhaitant que ça ne se produirait jamais, mais pour dire ça, on doit vraiment mettre l'accent sur les problèmes, les vrais problèmes, et en cherchant les solutions pour que on puisse vraiment dire que la Tunisie, voilà, c'est un pays accueillant et tolérant, etc. Voilà. D'accord. J'ai vu King hocher la tête tout à l'heure. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention lorsque vous avez parlé. Vous avez parlé du retrait des mandats. Et c'est quelque chose d'assez difficile. Hein. Pendant cette période, je me rappelle, j'ai eu un souci parce que j'ai perdu mes pièces d'identité. J'avais été volé, un vol à la tire. C'est assez fréquent. C'est assez fréquent pour les étudiants ici. Et lorsque ça a lieu, ils se retrouvent des fois dépourvus de leurs papiers. Pour ma part, j'avais été dépourvu de ma carte de séjour et de mon passeport. Parce que un jour, juste avant que tout ça n'arrive, j'étais sorti pour aller à la poste retirer de l'argent. Heureusement, la poste était fermée. Mais en sortant, on m'a arraché les papiers. Et d'ailleurs, j'ai entamé des procédures pour avoir une déclaration de perte que je n'ai au final jamais obtenue parce que c'était assez difficile.
J'allais de commissariat en commissariat et personne ne me disait rien. Et lorsque je suis allé à la poste pour retirer l'argent, j'ai eu ce problème-là. Et ça, c'est mon cas. Au moins, moi, je n'ai pas d'attestation de perte. Mais j'ai été surpris de voir qu'une autre personne, un ami dans cette même situation, n'a pas pu retirer alors qu'elle avait l'attestation de perte. Normalement, lorsqu'on parle d'attestation de perte, ça exempte de devoir présenter la pièce en question. Mais là, on lui a clairement dit à la poste que tiens, tu peux pas retirer de l'argent, même avec ça, il faut la carte de séjour. Et lorsqu'elle dit que c'est la police qui m'a délivré ça, on lui a dit tu dois aller vers la police. Et c'est un problème assez récurrent, ces renvois-là. C'est-à-dire, tu arrives à un niveau, on t'envoie vers un autre bureau, on t'envoie vers un autre bureau et ainsi de suite. Et c'est quand même quelque chose, surtout après cette période, c'est un problème que rencontrent pas mal d'étudiants ici. Justement, les vols à la tire, ça devient un tout petit peu fréquent dans la ville de Sfax. Moi, je reviens vers toi, William. Est-ce que peux-tu nous dire sur la valeur légale justement de ces déclarations de perte, cette attestation de perte? Là, on parle de quelque chose qui est un peu compliqué en Tunisie en fait. Les procédures et les papiers administratifs, c'est un problème qui n'est pas seulement envers les subsahariens ou bien les migrants, c'est un problème pour nous les citoyens en même temps. C'est la même chose pour nous aussi. On a toujours le problème de va-et-vient d'une administration à une autre. La lenteur et la longueur et la complexité des procédures, c'est quelque chose qui entrave l'avancement de notre système administratif. C'est pas quelque chose qui est spécifiquement pour les migrants. Malheureusement, je dis bien que malheureusement, c'est notre système. D'accord. Et du coup, je rebondis toujours avec vous sur le plan légal. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les lois qui sont mises en vigueur justement en Tunisie pour aider à l'intégration de la Tunisie ou même pour protéger les droits des étudiants ici en Tunisie? Je pense que vous travaillez sur une thèse, en plus d'être juriste, vous travaillez sur une thèse dans ce sens. J'ai voulu que tu ne te poses pas cette question, mais je vais répondre qu'il n'y a pas en fait une loi précise, spécifique pour les migrants en eux-mêmes, parce qu'il y a un projet de loi qui n'est pas encore promulgué, mais il y avait d'autres lois qu'on peut vraiment l'utiliser pour protéger les droits d'un étranger, peu n'importe. Bon, on peut parler de la loi de 2016 qui parle de la traite, on peut parler de la loi de 2017 contre la violence contre les femmes, bien sûr. Lorsqu'on parle des femmes, c'est en général toutes les femmes, même les étrangers. On parle aussi de la loi de 2018 qui parle qui incrimine en fait le racisme racial. Donc, ce sont des lois qui, en quelque sorte, c'est révolutionnaire en comparaison avec les États arabes, avec les États même maghrébins. Ça reste le problème de l'application et l'effectivité des lois. Ça n'empêche, c'est quelque chose de progrès en Tunisie, on doit l'avouer. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et là, je vais revenir vers vous, Monsieur Mohamed. Avec les établissements, concrètement, on va dire qu'il y a eu un moment d'accalmie. Il y a eu des nouveaux étudiants qui sont arrivés. Je pense qu'il y a eu un impact significatif sur les rentrées cette année. Tout à fait. On sort de 6 000 étudiants en 2018, 8 000 en 2022. On n'a pas peut-être les chiffres, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'IPSAS déjà? Oui, même l'IPSAS a vu ses effectifs, ses nouveaux inscrits péricliter, diminuer de manière très importante. Et on ne peut que comprendre les inquiétudes des étudiants potentiels ou de leurs parents, vu ce qui se passe et qui est quand même aussi gonflé et aggravé dans certains médias, au niveau de certaines réactions politiques, ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les pays, il se passe des choses. Ces vagues d'amalgame sont faites en France, sont faites dans d'autres pays. Il y a toujours eu des problèmes. Moi, ce que nous pensons au niveau de l'IPSAS, c'est la chose suivante. Au-delà des lois, au-delà des événements, c'est l'humanité qui doit compter, c'est les mains tendues qui doivent compter et la volonté de se comprendre et de s'entraider.
Et on ne peut pas le faire d'un côté ou de l'autre tout seul. Pour faire un tout, pour faire un monde, il faut de tout. Il faut que les subsahariens y mettent de leur volonté, il faut que les Tunisiens le fassent aussi, il faut que nous, institutions, nous changions aussi de manière de procéder, de trouver des solutions, même en dehors des terrains battus. Je vais vous donner un exemple. Cette année, on a donné une porte ouverte à une agence de change qui va se charger de venir chercher l'étudiant, lui régler le retrait de son mandat et le ramener à l'IPSAS. Ça, au moins, pour éviter les braquages, les problèmes de... Donc, il y a des solutions. On peut les trouver, mais on ne peut pas les trouver tout seul. Parce que, quoi qu'on en dise, King, qui est là, qui est étudiant, qui vit en Tunisie, ne connaît que très peu sur les Tunisiens. Les Tunisiens qui le voient tous les jours ne connaissent que très peu sur lui, sur son vécu, sur les habitudes de son pays, sur la culture de son pays. Donc si on n'essaie pas de s'ouvrir les uns sur les autres, de nous faire comprendre, de communiquer, ça ne peut qu'aller plus que 2 pas en arrière, comme il a dit, mais beaucoup plus. Si la volonté existe d'avancer, on doit le faire. Ce n'est pas un événement de ce genre, aussi gênant soit-il pour nous tous, qui va nous empêcher d'avancer. La Tunisie a besoin de l'Afrique a besoin de la Tunisie. On est d'ailleurs sur le même continent. Ça me fait rire parfois d'entendre des Tunisiens dire « les Africains », mais nous, on est d'où? On est Africains aussi. Donc, il faut communiquer, il faut s'ouvrir, il faut être humble et discuter. C'est une occasion de le faire aujourd'hui. Il faut avoir d'autres idées, d'autres débats, d'autres échanges pour que les choses s'améliorent. Il n'y a pas une recette magique. Merci beaucoup. Et justement, en parlant de cohésion sociale, est-ce qu'il y a, au niveau de l'établissement, des procédures ou bien des systèmes qui sont mis en place pour accentuer cela? Je veux dire, entre les étudiants subsahariens et les Tunisiens. Au niveau de l'IPSAS, ça fait 2 ans qu'on est passé pratiquement à l'administration numérique. Donc, nous avons un groupe WhatsApp pour tous les étudiants. Nous avons des délégués de classe subsahariens, des délégués de classe tunisiens. On a eu parfois aussi des problèmes dans des classes qui ont voulu avoir 2 délégués que nous avons réussi à éluder, à résoudre. On a mis tout le monde ensemble. On s'est réunis en tant que membre de l'administration et on a fait comprendre à ces gens qu'on ne peut pas avoir de tête, qu'on a besoin d'un délégué et qu'il faut s'entendre sans forcer. La discussion, les réunions, les clubs, il y a des choses qu'on impose parfois, c'est-à-dire pour les clubs, nous voulons avoir tout le monde dans un même club. Donc nous voulons avoir un Tunisien et un subsaharien, l'un président, l'autre vice-président, mais il faut l'avoir. Ensuite, les membres, faites ce que vous voulez. Mais il faut échanger ensemble, travailler ensemble. Il y a autre chose. Nous organisons des formations en français et en anglais pour nos étudiants tunisiens parce que malheureusement, le niveau de la langue des Tunisiens a baissé. Mais nous avons aussi intéressé les subsahariens à faire des cours qu'on a appelés des cours d'arabe, mais c'est des cours de dialecte tunisien. Et en instaurant dans notre institution la notion de crédit pour les activités para-universitaires, au départ, c'était presque une obligation, mais maintenant, c'est des gens qui sont heureux de se réunir avec leurs enseignants pour parler le dialecte tunisien et l'apprendre, tout en faisant des scénarios de comment prendre un taxi, comment aller au souk, comment s'adresser à quelqu'un qui ne sait pas parler la langue française, ainsi de suite. Ce n'est que des embryons de solutions, mais nous sentons que c'est en train d'aider au maintien d'une relation de cohabitation. D'ailleurs, heureusement qu'à l'IPSAS, ça fait des années que les Tunisiens et les subsahariens sont habitués à cohabiter parce que les mélanges sont importants. Nous avons des classes où nous avons 19 subsahariens pour 2 Tunisiens et nous avons aussi des classes
qui sont inversés. Et nous avons des classes où il y a un équilibre. Et ça se passe bien grâce à Dieu. Merci, Monsieur Mohamed, des initiatives très intéressantes de ce côté. Et là, je reviens un peu vers vous, King. Je vois Summer Warriors depuis 2 ans déjà. On parle et on demande parfois l'intégration et la cohésion sociale aux Tunisiens. Mais pourquoi vous, chez vous, on ne voit pas la présence des Tunisiens? Pourquoi on ne voit pas ce mélange, ce mixage-là dans vos émissions? D'accord. Avant que de répondre, j'aimerais d'abord rebondir sur ce qu'a dit M. Mohamed. J'ai comme l'impression que c'est-à-dire pour les activités à l'école, les étudiants subsahariens et les étudiants tunisiens sont comme 2 ensembles non miscibles qui se fréquentent le temps d'une soirée, le temps d'une activité culturelle, le temps d'un cours, mais en dehors ou aux heures de pause, ils sont assez... chacun est un peu dispersé. Ce genre d'activité, ce genre d'initiative, c'est très important. Et les initiatives que vous avez prises au niveau de l'IPSAS, moi je pense qu'il faudrait, au-delà d'imposer qu'il y ait 2 délégués et tout, il faudrait aussi accompagner. C'est-à-dire vraiment trouver le moyen d'impliquer. Déjà avec la langue, c'est quelque chose de très important. Qu'ils se mélangent s'ils savent parler, parce que des fois quand tu arrives à un endroit et que tu ne parles pas la langue, lorsque les autres sont entre eux et qu'ils la parlent, c'est assez difficile de s'intégrer. Et déjà avec ce genre d'action, ça permet que les étudiants puissent mieux s'intégrer. Peut-être aussi partager ça au niveau des autres établissements, c'est-à-dire je ne sais pas si vous avez une association pour les chefs d'établissement, là vous pouvez aussi partager avec les autres ce type d'initiative, parce que ça va profiter vraiment à ce que de plus en plus d'étudiants se sentent à l'aise et se sentent impliqués. Voilà, maintenant en ce qui concerne Summer Warriors, oui, en 2 ans, le seul exploit que nous avons pu faire, c'est d'avoir un coach tunisien. Je ne vais pas totalement jeter la faute du côté des Tunisiens. Peut-être notre com n'est pas assez importante, mais je pense que nous faisons quand même pas mal de com et nous posons pas mal d'actions. Nous avons tenté d'impliquer les étudiants. Lorsqu'on a créé des liens, on les a partagés à nos camarades. Et pour la première année, la première édition, on a vu des clubs tunisiens, notamment des clubs de sport, qui pouvaient bien apporter des étudiants. Mais je ne sais pas, il y a comme une certaine réticence. Il y a certains même qui s'étaient déjà inscrits, mais au dernier moment, ils ont un peu décliné l'offre. Donc c'est ça. On ne va pas mettre ça sur le dos des Tunisiens. On ne va pas mettre ça de notre part aussi. Chacun a sa part de responsabilité. Et je pense que pour les prochaines éditions, toujours on essaie d'impliquer le max de personnes. Et vraiment, on ne fait pas de distinction. S'il y a des Camerounais, s'il y a des Ivoiriens, s'il y a des Maliens et j'en passe, nous sommes tous Africains. Nous sommes ouverts à travailler avec les Tunisiens. Merci. Moi, je voulais mettre ça sur votre dos, mais bon. Donc, moi, je vous pose directement la question. Vous travaillez sur le côté législatif, vous avez également une thèse qui se centralise au niveau des droits des êtres humains ici en Tunisie. Ce que je veux savoir en fait, quelles pourraient être pour vous les solutions pour une meilleure fusion justement entre les étudiants subsahariens ici en Tunisie et les populations autochtones? Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les interactions entre les 2 communautés? En fait, j'ai écouté 30 fois l'expression, la nécessité ou bien le besoin de s'intégrer. En fait, le besoin doit se traduire par des efforts du côté des étudiants étrangers. En fait, si on va parler du critère, les critères pour s'intégrer dans un État, c'est quoi? Le premier critère, on va voir, c'est la langue. Si on voit juste, même les Tunisiens, lorsqu'on sort pour l'Europe ou bien l'Amérique, le premier critère pour savoir si le ressortissant est bien intégré dans leurs États, c'est la langue. Donc je pense que la première solution, c'est d'avoir 2-3 mois de formation dans la langue tunisienne. Vous devez vraiment apprendre la langue.
Si je vais poser la question, il a 4 ans ici en Tunisie, qu'est-ce que tu connais comme phrase en arabe? Je ne sais pas, Aslema, Bislema, c'est tout. Ça, c'est pas suffisant pour quelqu'un qui cherche à s'introduire dans un État avec des cultures différentes, avec des coutumes différentes, etc. Donc, je pense que le premier pas, c'est d'apprendre la langue arabe avant d'imposer aux étudiants tunisiens de parler en français avec vous. Je pense que c'est ça. Puis, sur le plan législatif, je pense qu'on a un terrain très fertile, on a des projets, lois et des lois en vigueur qui sont en faveur des étrangers, sauf que on doit vraiment faire l'effort pour les appliquer, c'est tout. En plus, on ne peut pas vraiment négliger le rôle de la société civile. Bon, c'est très important ce qu'ils est en train de dire. Le travail qu'ils fassent dans des associations, des organisations, c'est le premier pilier d'aider les gens à s'introduire, de comprendre de tout. Donc voilà, pourquoi pas on fait pas des groupes pour apprendre sur les coutumes, sur la langue, bien sûr, c'est la première chose. Les coutumes, les habitudes tunisiennes, vous devez vraiment apprendre ça avant de parler d'intégration et ainsi de suite. J'invite aussi de faire des collaborations avec des associations tunisiennes, chercher des associations qui travaillent dans le domaine des migrants, des étudiants étrangers, etc. On fait des collaborations, on va travailler. Toi-même, tu as vécu avec nous l'expérience du Covid. On a bien travaillé, on a bien entendu, on a fait des choses très humaines qu'on n'a jamais fait. Et c'est pour ça qu'on est surpris des 2 vagues qu'on a vécues cette année, parce que la sensation d'humanité des citoyens tunisiens était très élevée, qu'on a vraiment surpris des réactions qu'ils ont fait la dernière période. Donc voilà tout ce que je pouvais dire, que il y avait vraiment le terrain pour s'entendre. Il y avait vraiment les gens qui comprennent, les gens qui cherchent à s'entendre, à s'entraider, à faire tout. Sauf que on doit enrichir ça. On doit vraiment faire des efforts de plus pour comprendre, pour se comprendre, et en plus pour travailler ensemble. Et je pense que c'est ça l'avenir. Ici en Tunisie, en Afrique en général, c'est l'avenir entre nous en fait. On doit vraiment travailler sur nous-mêmes. On ne va pas vraiment chercher les aides de l'Europe et je ne sais pas quoi. On a vraiment les gens intelligents ici, on a les matières premières, on a tout. Pourquoi pas, on ne fait pas l'exploitation de ces gaz. Voilà, on devait vraiment l'exploiter comme il faut. Merci UIM. Même comme vous êtes en train d'essuyer que King ne sait pas parler arabe, moi je peux ajouter encore 2 ou 3 petits mots. Et du coup, je reviens vers vous, Monsieur Mohamed, et parlé tout à l'heure du français. Mais quand les établissements supérieurs privés viennent vendre la Tunisie aux pays d'Afrique subsaharienne, on fait montre justement du fait qu'en Tunisie, on va parler français. Moi, c'est comme ça qu'on m'a vendu la Tunisie. Et arrivé sur place, j'ai été surpris. Oui, parce que c'est toujours une vision biaisée qu'a tout le monde. Les institutions, quand elles viennent là-bas, elles ont envie de recruter. L'étudiant, quand il décide de venir, c'est qu'il a envie de quitter le pays et de voir autre chose, d'être bien formé. Donc, au milieu, certains détails se perdent. C'est vrai que l'enseignement est exclusivement fait en français. Mais en dehors de l'institution, au-delà d'un certain périmètre, tu vas te retrouver avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire, que ce soit dans ton pays ou dans le nôtre. Et donc, de ce fait, il y aura toujours des problèmes de communication du fait que l'éducation n'est pas, disons, popularisée pour tout le monde. Et c'est de là que peuvent venir certains problèmes, certains blocages. J'en conviens. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours au problème de langue. C'est le rôle des institutions de faire approcher les uns aux autres. Il faut que les Tunisiens étudiants commencent à parler français comme il faut que les subsahariens apprennent le dialecte tunisien. Et c'est l'institution qui a cette possibilité de le leur faire apprendre de manière épurée, correcte, respectueuse. Parce que quand il va s'amuser à apprendre le dialecte tunisien en dehors de son institution, il pourra apprendre aussi beaucoup de choses qui ne sont pas à la hauteur de son statut d'étudiant.
Voilà, donc c'est vrai que, comme je l'ai toujours dit, dans tout travail humain, il y a des lacunes. Et c'est en discutant comme ça qu'on peut trouver des améliorations. Merci. Mais là, je pense à quelque chose. On est conscient que les étudiants étrangers constituent quand même une grosse part, apportent quand même assez économiquement à la Tunisie. Moi, j'ai été étudiant ici, je pense que c'est pas moins de 10 000 euros, tout confondu par an. C'est une manne en devise importante pour la Tunisie que nous devrions faire fructifier, faire augmenter, sans pour autant tomber dans l'économique sauvage. Parce que les études, c'est un bien que nous vendons, oui, mais c'est un bien précieux et noble. Donc la notion du gain, du bénéfice ne doit pas primer sur la qualité de la formation, le respect de la nature humaine, ainsi de suite. Et justement, ces étudiants, après je reviens vers King, mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'après cette formation, justement, les étudiants n'ont pas la possibilité d'asseoir ces connaissances qu'ils ont prises dans vos universités, disons dans nos universités, lorsqu'on se considère un peu tunisien, ici en Tunisie. Pourquoi après, il n'y a pas cette intégration-là? En fait, il y a plusieurs volets à discuter sur ce plan-là. La Tunisie elle-même, elle est en train d'exporter des compétences vers l'Europe. Médecins, ingénieurs, tout ce que tu peux imaginer, infirmiers, tout ce que tu peux imaginer comme compétences sont en train de partir vers l'Europe. La Tunisie est passée par une période historiquement troublée. On a eu une révolution, on a eu 10 années de mauvaise gestion publique, ainsi de suite. Donc la Tunisie est affaiblie économiquement. Donc de ce fait, le tissu économique, social et industriel ont souffert. Et de ce fait, les Tunisiens sont en train de partir. Donc c'est difficile pour... Le mot étranger, je ne l'aime pas, même venant de vous. Je préfère internationaux. On devrait faire partie d'un même continent, d'un même pays. Donc le mot étranger, chez moi, il est interdit à l'IPSAS, du moins dans mon bureau. Il y a des internationaux qui sont en train de travailler. Il y a des internationaux qui sont en train de créer des projets. Nous avons instauré ce qu'on appelle l'alternance à l'IPSAS. Et donc nous avons des classes qui font les cours pendant la soirée, avec un horaire aménagé, et qui font des stages de très longue durée dans les entreprises tunisiennes. Ça leur permet d'acquérir des compétences qu'ils ne pourraient pas acquérir pendant 3 semaines de stage. J'ai des classes où il y a 80% d'internationaux qui sont en alternance et qui sont en stage de très longue durée dans les entreprises. Ils sont payés, ils sont valorisés, et c'est une étape pour l'intégration. Il y a des problèmes de législation, de travail et ainsi de suite qui sont en cours d'être résolus d'après ma collègue William. Nous l'espérons, parce que s'installer en étant Gabonais ou Camerounais en Tunisie devrait être facile. S'installer en tant que Tunisien au Gabon ou au Cameroun devrait être aussi facile. C'est des problèmes de gestion, de politique générale d'un pays que ni l'IPSAS, ni les acteurs civils, ni vous-même pourrez résoudre de manière individuelle ou ponctuelle. Donc nous avons encore du pain sur la planche, nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais on doit trouver des solutions innovantes, telles que les stages de longue durée pour les internationaux. Merci, Monsieur Mohamed. Et là, je reviens vers vous, King. Ça vous aurait bien plu de travailler en Tunisie ou du moins d'avoir un stage, on va dire quoi, professionnel après vos études? D'accord. Travailler en Tunisie, stage professionnel, ça reviendrait à dire rester sur place et poursuivre en quelque sorte l'aventure que j'ai déjà commencée ici en Tunisie. Il y a une terminologie qui m'intrigue souvent assez lorsqu'on parle de nous, autres subsahariens ici. Des fois, on parle de notion de migrants.
Et lorsqu'on parle de migrants, c'est-à-dire qu'on est en situation de migration. Donc déjà, même dans la terminologie qui nous décrit en quelque sorte, il y a comme une impression qu'on est juste de passage. On est juste de passage et ça se reflète dans pas mal de choses, hein. Déjà, bon, je ne fais pas du droit comme Madame Yem ici, mais je sais que pour qu'on nous embauche dans une société, il faudrait prouver, je pense dans un délai de 3 mois ou 6 mois, il n'y a aucune compétence sur le marché tunisien qui puisse répondre aux besoins. En temps, lorsque moi je suis formé, au bout de mes 5 ans, et que j'obtiens mon diplôme d'ingénieur, à côté j'ai des camarades tunisiens qui ont eu le même diplôme. Donc déjà, dire que j'ai des compétences qu'ils n'ont pas, j'ai été formé de la même manière que comment les prouver. Et comment les prouver aussi, même lorsque pour avoir le stage, c'est souvent un véritable parcours du combattant. Encore à l'IPSAS, je pense qu'il y a des accompagnements pour avoir les stages, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des étudiants qui, en fin de formation, peinent à trouver même le stage de PFE. C'est possible, ça arrive. Je ne parle pas de mon cas, il y en a plein qui sont certainement dans la même situation. Donc, s'il est assez difficile de trouver un stage, comment parler ici d'entreprise, comment parler de venir même avoir un CDD ou un CDI? C'est comme utopique pour nous. Et à côté de ça, il y a même des fois certains projets portés par des migrants ici. Moi, je dis, la Tunisie gagnerait vraiment tout avec les étudiants migrants ici, parce que non seulement c'est la Tunisie qui les forme, elle devrait au même titre que le Gabon, je parle pour moi, au même titre que le Cameroun et tous les autres pays qui envoient les étudiants, profiter de ces personnes qui ont été formées ici, avec des stages, avec des opportunités d'embauche, et j'en passe. Et même en valorisant aussi les startups, il y a des jeunes subsahariens ici qui sont porteurs de projets, je vais parler de toi par exemple, qui sont porteurs de projets et les encourager. Il y a des programmes des fois pour les startups, je pense qu'il y a des banques aussi qui financent des startups lorsque le projet est innovant pour les Tunisiens. Et si ce genre d'initiative, ça pouvait aussi, les étudiants subsahariens pouvaient en quelque sorte s'en sentir concernés. Je pense qu'il y aurait une perspective pour rester. Et perso, je ne vais pas donner mon avis par rapport à ça, mais on verra bien ce que l'avenir nous dira. Merci beaucoup. Et je continue avec William. Vous, avec votre casquette de légaliste en quelque sorte, quelle est l'appréciation que vous faites sur ce qu'il vient de dire concernant la loi qui stipulerait qu'on doit avoir des compétences qu'on ne retrouve pas chez les Tunisiens pour pouvoir être embauchés? En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est très important. L'État tunisien, elle doit vraiment prendre charge de changer un petit peu de son système, parce que voilà, oui, on a un problème de chômage, un taux très élevé, on a un problème social, etc. Mais exploiter dans les richesses des étrangers, les intellectuels, les gens qui sont formés, comme il a dit, ici en Tunisie, avec nos formateurs. Donc pourquoi pas, on ne va pas l'exploiter. On ne dit pas exploiter dans le mauvais sens. Donc il devait bien être ciblés ici en Tunisie, mieux ils vont sortir. Bon, parce qu'on a le même problème avec même les Tunisiens, les intellectuels tunisiens, qui sont en train de sortir donc pour l'Occident, etc. Donc pour l'Europe, etc. Donc c'est ça le problème. L'État, elle doit vraiment changer de vision. Elle doit vraiment chercher des solutions pour faire installer ou bien faire, je ne sais pas comment dire les choses, favoriser les facteurs pour que les gens puissent s'installer ici en Tunisie et quand même contribuer pour l'avance, pour l'évolution de notre État, parce que je trouve que c'est quelque chose c'est un obstacle pour les étudiants ils ont venus ici. J'étais en train de parler avec Monsieur Mohamed concernant quelques procédures, mais quelques techniques qu'on pouvait vraiment l'utiliser pour inciter les sociétés, pour prendre en charge les étudiants pour faire leurs stages, etc., comme une sorte d'exonération, ou bien, je sais pas, une incitation comme une réduction fiscale, ou je sais pas, il y a beaucoup de techniques légales que l'État peut vraiment utiliser
pour encourager les sociétés pour prendre en charge les étudiants. Quand même, ils ont le droit de finir leurs études, qu'ils ont payé les frais en fait. Donc, ils ont dans l'obligation de faire un minimum 3 stages durant leur vie universitaire. Donc, c'est très important de clôturer tout le circuit et le suivi de leur formation par un stage pour finir par un PFE, je sais pas. Donc, à chaque spécialité, il y avait des mots, PFE, un mémoire, je sais pas. Donc, l'État doit vraiment prendre en considération tous ces facteurs. En fait, on est dans un monde un peu virtuel. Lorsque vous parlez du start-up, du freelancer, etc., on trouve l'obstacle qui réside ici en Tunisie sur le domaine légal. Il est vraiment... il y avait des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres entre la réalité et la loi tunisienne. En fait, même les Tunisiens, les freelancers tunisiens, ils trouvent des problèmes intenses pour travailler sur Internet, pour travailler à distance, pour donner des services à des sociétés à l'international. Donc l'internationalisation, ça ne concerne plus que les subsahariens ou bien les étrangers qui sont ici en Tunisie, même les Tunisiens. Parce que les Tunisiens aussi, ils ont le problème de faire les services à distance. Ils ne peuvent pas vraiment se faire payer, ils ne peuvent pas acheter des choses de l'étranger par les cartes bancaires, etc. Nous connaissons tous les problèmes. Donc c'est le moment ou jamais pour que l'État tunisien elle prend les choses en rigueur et elle doit vraiment faire un pas pour faire des modifications et des échanges dans notre loi qui vraiment, dans ce côté, elle est très rigide et très compliquée. Voilà. Merci beaucoup, UM. On a eu beaucoup de matière aujourd'hui. On touche à la fin de notre plateau d'échange, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous permettre de dire un dernier mot avant de nous laisser. Je vais commencer par vous. Monsieur Mohamed, encore une fois, merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'était un plaisir aussi. Tout ce que je pourrais dire, c'est que la Tunisie, c'est l'Afrique, l'Afrique, c'est la Tunisie. On n'a pas d'avenir, chacun de son côté. Les pays africains devraient se réveiller tous pour savoir que exporter nos richesses, exporter nos compétences vers le monde occidental ne va rien nous amener. On devrait plutôt penser, et c'est un rêve que je verrai se réaliser ou pas, je ne sais pas, mais on devrait penser sérieusement à nous exploiter les uns les autres, nous infester les uns les autres. On doit se mélanger et mélanger nos atouts des uns et des autres pour que cette Afrique devienne un continent de richesse. Elle est actuellement uniquement le berceau de l'humanité. Et je termine par ça. L'humanité, on devrait y revenir et tout marchera. Merci. King. Oui, moi je dirais ceci. Vous avez parlé de travailler ensemble, mais travailler ensemble, ça relève de la volonté politique. Et cette volonté politique, elle vient des cadres. Et les cadres qui sont formés ici en Tunisie pour certains. Et la politique qu'aura ces cadres, la volonté de travailler ensemble, ça commence d'abord maintenant. Ça commence par ce qu'ils auraient vu lorsqu'ils auraient passé un séjour en Tunisie. Et ça va vraiment se refléter sur la politique qui va influencer par les échanges économiques qu'ils auront plus tard. Donc merci encore pour l'invitation, Monsieur Loïc Oyono. C'est moi qui vous remercie. UIM, un dernier mot pour nous. Je rejoins Monsieur Mohamed à tout ce qu'il a dit. Donc, je pense que voilà, l'Afrique c'est la Tunisie c'est l'Afrique. Bon, on peut pas parler juste de la volonté des politiciens et les cadres. Nous sommes ici, en fait, la société civile et les associations et l'organisation, ils ont vraiment le pouvoir pour faire la pression, pour comme vous êtes en train de faire maintenant, pour faire entendre les gens, les cadres entre guillemets, entendre notre voix. C'est le peuple qui décide en fait. Si on va faire les efforts et en faire la pression, je pense qu'un jour on va arriver à nos buts de collaborer, de travailler ensemble et d'être vraiment un continent qui mérite d'être en fait.
Merci beaucoup pour cette occasion parce que ça me tient au cœur vraiment de parler de ces sujets. Voilà. Et j'espère que j'ai essayé de faire plus dans ce dialogue. Voilà. Merci à vous. Et vous nous avez beaucoup aidé, beaucoup alimenté. Donc, c'est la fin pour aujourd'hui. Je rappelle, c'était la 2e édition des podcasts, voilà, du projet Kufanya Student, qui est un projet qui est mis en œuvre par l'Association African Business Leaders en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann. Pour nous voir, c'est facile, Facebook, YouTube ou sur les différentes plateformes de podcasts. On se retrouve prochainement pour la 3e édition. Au revoir.